Presque juif. Un podcast d'Academ par Ruben Honigman. Je ne me suis jamais tellement intéressé à l'antisémitisme. Si des gens n'aiment pas les juifs, tant pis pour eux. En revanche, ce qui m'intrigue, ce sont les autres. Ceux que le fait juif arrête, qui y trouvent quelque chose qui leur parle, les émeut et les bouleverse. Je vais à la rencontre de ceux que j'appelle des compagnons de route du peuple juif. Ils n'ont pas d'ascendance juive, ne cherchent pas à se convertir au judaïsme et ne sont pas non plus ce qu'on appelle communément des philosémites. Ils se tiennent sur le seuil, sans jamais le franchir. Ensemble, nous essayons de refaire leur chemin à l'envers, évoquer une rencontre, une lecture, un appel, démêler les méandres d'une trajectoire à laquelle rien, en apparence, ne les prédisposait. J'interroge leur choix de vie, animé par l'intuition que s'il existe un mystère juif, c'est peut-être par la marge qu'il convient de le sonder. Aujourd'hui, nous sommes reçus par Sophie Andrieux. Je m'appelle Sophie Andrieux, je suis née à Bordeaux en 1983 et je dirige la programmation de l'auditorium du Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Bonjour Sophie Andrieux. Bonjour Ruben Honigman. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel milieu vous avez grandi ? Alors je suis née à Bordeaux, dans une famille catholique. Mes grands-parents paternels allaient tous les dimanches à l'église, on faisait tous les temps du calendrier catholique, et mes grands-parents maternels également. Je suis allée au catéchisme dès la petite enfance, j'ai fait ma première communion, mais en revanche après je me suis arrêtée là. Pourquoi ? J'ai pas souhaité faire ma confirmation parce que pour moi, ça avait pas tellement de sens. J'y étais allée parce que c'était une habitude religieuse et même, je pourrais dire, culturelle dans ma famille, d'aller à la messe et de suivre le catéchisme. C'était pas une question de choix pour nous, on le faisait parce que c'était normal. Mais la confirmation, l'idée, c'est de dire, est-ce que tu confirmes la foi que tes parents ont pu te transmettre ? Et donc, moi, comme mon frère et comme ma sœur, on n'a pas voulu confirmer cette foi parce que je pense que le discours de l'Église catholique ne correspondait pas à nos attentes, ne répondait pas à ce qui avait un sens pour nous en tout cas. Donc, on n'a pas voulu confirmer. Et comment est-ce que vos parents ont reçu ça ? Alors, mes parents, ils ont toujours été, par rapport à la religion catholique et à la foi, dans un questionnement. Et donc, il y a eu beaucoup de périodes pour mes parents où ils sont beaucoup allés à l'église, à la messe. D'autres moments, ils s'en sont beaucoup éloignés. D'autres, ils sont revenus, éloignés, revenus, éloignés, encore aujourd'hui. Et donc, au moment où c'était à nous de nous poser la question de quel lien on garde ou qu'est-ce qu'on veut approfondir ou tisser avec la religion catholique, si on disait non, on disait non. Jamais ça leur serait venu à l'idée de dire si tu le fais, c'est comme ça. Ça n'a pas fait scandale ? Ça n'a pas fait scandale. Alors, je dis pas que mes grands-parents paternels étaient pas un peu chagrinés. Enfin, mes grands-parents paternels étaient des gens très religieux, on pourrait même dire très pieux, quoi. Ils investissaient beaucoup la communauté catholique de Bordeaux, de leur paroisse, Saint-Ferdinand. Ils allaient à la messe tous les dimanches, mais je crois même qu'ils pouvaient y aller en semaine. Ma grand-mère s'occupait de faire les bouquets à l'église, c'est elle qui décorait l'église donc pour la messe le dimanche. Et avant d'aller à la messe le dimanche, ils passaient chercher Madame Fies et Madame Bouvet et Madame X. Et ils amenaient toutes ces personnes, ils les accompagnaient à la messe et ensuite ils les ramenaient chez eux. Et mon grand-père, on allait faire nos activités le mercredi comme beaucoup d'enfants. Et il nous emmenait donc au Bouscat à nos cours de tennis. Quand je dis nous, c'est mon frère et moi à l'époque. Et donc il attendait le temps du cours, donc 1 heure. Et pendant le temps de ce cours, il lisait le Missel. À chaque fois, chaque semaine, et pendant toute l'année. Et chaque année, il reprenait le Missel au début. Moi, j'ai vu mon grand-père ne lire que ce livre-là. Donc c'est vraiment l'ancien temps, là ?
Oui, la religion et les textes religieux qui constituaient l'essentiel de leur lecture et qui les accompagnaient dans leur réflexion intellectuelle et spirituelle, en fait. Alors, il y a une personne qui a particulièrement pris en charge tout ce catholicisme dans votre famille, c'est votre tante, Alors oui. qui vit au couvent. J'ai une tante qui est entrée dans les ordres. Donc ça a pu être, je pense, une sorte d'immense fierté pour mes grands-parents que leur fille aînée donne sa vie au Christ. Et en même temps, je pense que ça a été un chagrin terrible et surtout non dit, parce que quelque part presque interdit. Pourquoi un chagrin ? Un chagrin parce que quand on dit rentrer dans les ordres, ça veut dire que en fait, ma tante n'est jamais ressortie du couvent dans lequel elle est rentrée à l'âge de 24 ans. En revanche, vous pouvez aller lui rendre visite et c'est ce qui vous arrive de temps en temps. Alors nous, on peut vraiment, évidemment, aller lui rendre visite. Quand on était enfant, on y allait 1 fois ou 2 fois par an. Et c'était dans un parloir, c'est-à-dire c'est juste une pièce dans laquelle il y a une table et des chaises. Donc pour des enfants, vous imaginez bien que c'est quand même relativement austère et c'est des moments où véritablement, je pense qu'on a éprouvé l'ennui. Vraiment. Mais il y avait toujours cette chose-là où on était intrigué. Chaque année, on pouvait se dire, mais quel est ce choix ? Pourquoi elle l'a fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, où est-ce qu'on en est par rapport à cette foi-là ? C'est qui pour nous Jésus ? Qu'est-ce que c'est pour nous aller à la messe ? Enfin, et c'est toujours des questions qu'on se posait de manière plus ou moins précise ou plus ou moins approfondie. Mais le fait d'aller la voir nous a permis de toujours rester en lien avec cette religion catholique qui était la nôtre, ou celle dont on avait hérité, et être toujours dans un questionnement. En fait, ça ne pouvait pas nous laisser tranquilles. Il y a quelque chose de mystérieux. Il y a quelque chose de mystérieux qu'on pouvait pas ignorer, même si nous, dans nos vies, après à Bordeaux, nos vies d'adolescents, on n'allait pas à l'église, on n'allait pas à l'aumônerie. Ça n'avait pas tellement de place, mais cette tante-là qui existait, qui était vivante, que mes grands-parents allaient voir, qu'on allait voir 1 fois par an, toujours nous ramener à cette histoire, quoi, à notre histoire en fait, à nos racines aussi. Et parfois, ma tante va comme ça, au fil d'une conversation, nous dire des phrases qui vont nous marquer. Je me souviens un jour, je ne sais plus à combien d'années, elle était passée par une phase un petit peu difficile. Elle était allée en retraite pour essayer de se recentrer sur elle, sur le choix qu'elle a fait, parce qu'il ne faut pas croire. On dit pas l'appel de Dieu, il est pas linéaire et c'est quand même toute une vie. Et c'est une vie comme tout un chacun où il y a des moments, on a des doutes, on remet en question les choix qu'on a pu faire. Et là, c'est pareil. C'est pas complètement évanescent et désincarné. C'est aussi une vie dans un quotidien et dans une réalité. Et donc, après cette phase un petit peu de crise qu'elle avait pu avoir, dont on n'a pas su grand-chose, on est revenu la voir. Et donc, peut-être qu'un de nous lui a demandé, mais alors ça va mieux ? Et elle nous a dit, j'ai compris que Dieu mène. 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 Le verbe mener. Pas même, mais mène du verbe mener. J'ai compris que Dieu mène. Vous avez 2 enfants. Vous avez fait baptiser un des 2 enfants. Alors, c'est quoi ce choix ? Alors, j'ai fait baptiser donc mon fils aîné, qui s'appelle Lucien. La génération de mes grands-parents n'était plus. C'était maintenant mes parents qui devenaient les plus âgés dans la famille. Moi, je devenais vraiment adulte, ou en tout cas, je construisais ma propre famille. Et j'ai eu besoin de baptiser Lucien pour l'inscrire dans une filiation, en fait, pour garder un lien entre la génération de mes grands-parents et ma génération et sa génération à lui. Donc ça a été vraiment, vraiment important, comme une sorte de... Alors, il n'y avait pas de rupture, mais comme une sorte de réconciliation entre les générations et pour aussi dire, voilà, moi je crée ma propre famille et elle s'inscrit dans cet héritage-là, qui est celui de ma famille. Oui, quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit quelque chose, je ne sais pas si je restitue exactement, mais ça ressemblait à « j'ai fait baptiser mon fils pour l'inscrire dans une histoire », comme le font les Juifs. Exactement. Chez les Juifs, ce qui m'avait beaucoup touchée, c'est qu'on était Juifs, mais on était Juifs d'une multiple manière, et on pouvait être Juifs de manière culturelle aussi, s'intéresser à des ouvrages, à une littérature, à être sensible à une musique, mais aussi juste faire quelques fêtes et marquer quelques temps de l'année, mais sans spécialement question de foi, en disant mais est-ce que je crois,
Est-ce que je crois pas? Enfin, c'était plutôt, oui, dans une sorte de lien culturel. Et ça, j'aimais ça. Et je me suis dit, en fait, c'est comme ça que je voudrais transmettre, moi, mon propre héritage catholique à mes enfants. Et pourquoi vous n'avez pas fait baptiser votre deuxième fils, Alors, Gabriel? Parce que, justement, étant donné que c'était pas dans une démarche de foi, ça n'avait plus de sens. Le premier, c'était vraiment pour l'inscrire dans une filiation, dans un héritage, et de tisser un lien ou de nouer quelque chose entre la génération de mes grands-parents qui venaient de disparaître et la leur qui venait d'apparaître, en fait. Et inscrire Gabriel, ça aurait été une toute autre démarche, parce que ça aurait été une démarche, nous, on est une famille catholique, je baptise tous mes enfants. Mais non, en fait, je ne me considère pas comme une famille catholique, oui, d'origine catholique, oui, mais pas une famille catholique en plus. Mon mari est pas catholique, il n'est pas baptisé, donc c'est pas quelque chose qui est important. Et je pense que découvrir la liberté que pouvaient avoir les Juifs par rapport au judaïsme, en fait, et à leur histoire, à leur propre pratique aussi, je pense que ça m'a donné cette liberté-là de moi, à ma manière, pouvoir transmettre ces racines-là, cette origine-là, qui est celle catholique, à mes enfants. À l'origine de votre prénom, de Sophie, en fait, il y a un livre qui est Le choix de Sophie. Alors oui, ma mère m'a toujours raconté que, avant que je naisse, elle avait lu 2 livres, donc Le choix de Sophie de William Styron et Le poids de la grâce de Marguerite Yourcenar. Que dans ces 2 romans, le personnage principal s'appelait Sophie et que c'était des héroïnes, on peut dire, qui l'avaient beaucoup marquée par leur intégrité, leur passion, leur engagement, et qu'elle avait trouvé le prénom Sophie très beau et qu'elle s'était dit, ma fille s'appellera ainsi. Et donc, il n'y a pas très longtemps, je suis un peu revenue vers ces livres, parce que le livre de Marguerite Yourcenar, je l'avais lu il y a quelques années, et Le choix de Sophie, je l'avais jamais lu. Je me suis dit, je vais quand même aller regarder d'un petit peu plus près pour pouvoir en parler à Ruben Honigman. Donc, c'est l'histoire d'une femme polonaise, et elle s'est retrouvée à être la secrétaire du commandant du camp d'Auschwitz. Elle avait ses 2 enfants et un commandant du camp lui demande de choisir entre ses 2 enfants, donc son garçon ou sa fille, celui qui sera sauvé. Et elle choisit son fils en se disant, il est blond aux yeux bleus, il a plus de chances de s'en sortir que ma fille, donc c'est lui. Et toute sa vie, elle va être complètement détruite par ce choix qu'on lui a imposé. Ça, c'est le choix de Sophie. Mais quand je suis revenue un peu sur cet ouvrage, je me suis dit, mais en fait, Sophie, donc, elle n'est pas juive, elle est polonaise. Elle se retrouve, malgré elle, dans une situation tragique, à partager le sort des Juifs, c'est-à-dire à se retrouver déportée et à voir ses enfants mourir. En tout cas, sa fille mourir et être séparée de ses enfants sous ses yeux. Et en plus, après, elle part à Brooklyn et elle tombe amoureuse en plus de son Nathan, je crois, il s'appelle, qui est juif. Donc je me suis dit, c'est amusant, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas c'est relativement intriguant que ce personnage de roman ait pu partager un moment le destin du peuple juif. Mais c'est ce nom que votre mère vous a donné. Et c'est ce nom que ma mère m'a donné. Et donc ça m'a quand même, je me suis dit, mais en fait peut-être que j'étais prédestinée. Et votre première rencontre avec le fait juif, ça se passe aussi par un livre, La Steppe Infinie. Alors c'est La Steppe Infinie, mais ça aussi, en fait, je l'ai réalisé bien plus tard. Donc, quand j'avais 9 ou 10 ans, j'ai lu La Steppe Infinie d'Esther Hodzig, donc qui est l'histoire d'une petite fille juive qui a 10 ans, qui habite à Vilno et qui est déportée en Sibérie avec ses parents et sa grand-mère pendant la guerre. Et j'ai toujours dit pendant très très longtemps que pour moi, c'était un livre extrêmement bouleversant, que j'avais trouvé magnifique et que c'est le premier livre qui m'avait fait pleurer. Et c'est bien plus tard, je crois que c'est même quand j'étais au Mémorial de la Shoah, où j'ai vu ce livre dans les rayonnages, que j'ai compris qu'en fait, Esther Hodzig était juive. En fait, ça m'a touchée, et c'est ce livre qui m'a souvent accompagnée, que j'ai pu offrir et dont j'ai souvent pu parler à d'autres enfants qui avaient 10 ans. Cette histoire que j'avais trouvée bouleversante, et c'est pas rien de dire que c'est le premier livre qui m'a fait pleurer. On se souvient quand même toujours de ses premiers souvenirs forts de lecture.
Mais c'est par la suite, c'est bien plus tard, que j'ai réalisé que c'était une histoire juive. Et ça m'a fait plaisir. Et le moment où le judaïsme, le fait juif va faire véritablement irruption dans votre vie, c'est avec le peintre Chaim Soutine. Oui, c'est quand je faisais mes études d'histoire de l'art et je cherchais un sujet de maîtrise. Je vais voir donc ma professeure qui s'appelle Catherine Vermester et lui dis, moi, vraiment, le style que je préfère, c'est l'expressionnisme allemand. Elle me dit, très bien, pourquoi pas, mais est-ce que vous parlez allemand? Je me dis, non, je ne parle pas allemand. Bon, elle me dit, alors, si vous parlez pas allemand, peut-être allez voir l'œuvre de Soutine. C'est une œuvre expressionniste aussi, mais c'est un artiste juif de l'école de Paris. La bibliographie va être plutôt en français ou en anglais. Donc, allez voir l'œuvre de cet artiste et revenez me voir. Donc, c'est là que pour la première... Enfin, c'est dans cette recherche-là d'aller voir des œuvres en vrai de Chaim Soutine que je rentre au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Il y a 3 œuvres de Soutine hommage. Donc, c'est La petite marchande de journaux. C'est un tout petit portrait et 2 paysages. Je trouve l'œuvre vraiment très belle. Je me dis, oui, j'ai envie de travailler sur cet artiste-là. Ça m'intéresse. Il y a une dimension torturée qui me plaît et qui me touche. Et c'est donc par Soutine que j'ai découvert à ce moment-là le monde juif ashkénaze, le shtetl, l'école de Paris, les artistes juifs qui avaient dû partir parce qu'ils pouvaient plus pratiquer leur art. J'ai découvert aussi, à ce moment-là, évidemment, l'interdit de la représentation pour ceux qui étaient de familles plus religieuses, comme c'était le cas de Soutine. Toute une histoire, en tout cas, moi, ma découverte de l'histoire juive a commencé là. Donc par le monde ashkénaze, le monde de Soutine, Shmilovici, Vino, les écoles des beaux-arts et l'immigration à Paris et tout ce monde intellectuel, cette effervescence parisienne avant-guerre en fait. C'est comme ça que je suis rentrée en judaïsme, si on peut dire. Qu'est-ce qui vous interpellait chez Soutine ? C'est une bonne question. Déjà, je pense que c'était son côté torturé, à vif. Il osait mettre dans ses peintures tout ce qui pouvait le heurter, toute la violence qu'il pouvait, la violence qu'il pouvait avoir en lui. C'est une sorte de libération de l'expression intérieure, quoi. Aussi, je pense que ce qui m'a plu aussi chez Soutine, c'est son histoire et c'est le fait que lui, il a eu quelque part l'appel de l'art. On peut avoir l'appel de Dieu, mais on peut avoir l'appel vraiment de la création et que il était dans un milieu extrêmement religieux où c'était mal vu et il a tout fait. Il est allé contre la vie de sa famille, il est allé contre son milieu d'origine pour cet art-là qui était supérieur, qui était plus important que tout finalement. Et c'est cette sorte d'entièreté et de passion qui m'a toujours fascinée chez beaucoup d'artistes, mais notamment chez Soutine, parce que la transgression était énorme, en fait. Quelque part, ça vous arrachait, vous aussi, du confort, on va dire, de votre milieu d'origine. Oui, peut-être qu'il y avait quelque chose comme ça. On n'est pas condamné à son milieu d'origine. Enfin, on n'est pas condamné à rester là où on est né et à vivre uniquement avec les valeurs et avec ce qu'on se doit d'être et de faire au regard de là d'où on vient. Et donc c'est vrai que je crois que cette transgression et cette liberté pour un idéal ou pour en tout cas une passion et une recherche de transcendance, ça m'a bouleversée en premier lieu et ensuite ça m'a parlé et je pense que maintenant que j'ai grandi et vieilli peut-être même, ça fait de plus en plus sens. En même temps, vous découvriez un monde qui était aux antipodes de votre monde d'extraction, le milieu de l'inconfort, de la précarité. Oui, je découvrais le monde de la sorte de précarité, un monde de doute, un monde de fragilité aussi, et tout ça me parlait tellement finalement. Il y avait une unité, il y avait une histoire, celle qui est l'histoire du judaïsme, mais il y avait tellement une multiplicité de possibles à l'intérieur de ce monde-là que je me dis, mais il y a une telle liberté et en même temps une fidélité possible. Et voilà, je crois que c'est ça
qui vraiment m'a touchée, mais m'a plus que touchée, m'a parlé et m'a permise d'être moi-même aussi, en fait, de me trouver moi-même, finalement. Moi, mon monde, c'est pas Singer, ou c'est pas Grossman, ou c'est pas Saul Bellow, mais mon monde, c'est Maupassant et Mauriac. C'est la bourgeoisie de province, mais j'aime ce monde-là aussi. Et parfois, quand je me sens dans des moments plus de fragilité, j'aime retrouver Maupassant ou Balzac ou Flaubert, même les descriptions des maisons, les descriptions des intérieurs, les personnages, leurs impossibilités. Ça me parle, oui. Puis c'est des écrivains où c'est souvent des milieux catholiques et ça me parle et je sens que ça m'appartient et que je viens de là. Mais pour s'y retrouver, il fallait faire le détour par le shtetl. Ben, je pense. Après, je me sens aussi, quand je vais lire, par exemple, Chaim Potok ou si je lis Singer, là aussi, quelque part, je vais m'y retrouver par les personnages, par leur insécurité, par leur questionnement permanent, d'où ils viennent, qui ils sont, pourquoi ils sont là, quels choix ils ont fait. Je me sens chez moi aussi dans cette littérature-là, mais c'est pas le même chez moi. Ça, c'est l'entrée au musée d'art et d'histoire du judaïsme, où vous êtes encore aujourd'hui. Vous avez passé la moitié de votre vie autour ou dans ce lieu. On va y revenir, mais il y a un passage important au préalable qui est le mémorial de la Shoah. Ayant commencé à plonger dans ce monde-là, qui m'intéressait beaucoup et dans lequel je me sentais vraiment, vraiment bien, j'ai pas eu envie de quitter le monde juif, en fait. On m'a proposé, à la fin de mon mémoire de maîtrise, on m'a dit, bon, est-ce que tu veux travailler sur les décors de théâtre d'un tel ou d'un tel. Je dis, bon, je vais aller voir. Non, je peux pas. Il y a quelque chose que j'ai pas accompli. Je peux pas quitter ce monde-là maintenant. Je suis pas allée assez loin, Et donc, j'étais un peu perdue. Et je me dis, bon, étant donné que je suis un peu perdue, je vais aller retrouver mon chemin dans les salles de la collection permanente du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Là, je me promène. Et il y a une salle qui s'appelle la Chambre du Duc, qui abrite souvent des œuvres d'art contemporain ou des petits accrochages assez spécifiques. Il y avait à ce moment-là une installation d'une artiste contemporaine qui s'appelle Judith Bartolani, qui avait fait une œuvre qui s'appelait Sarah. C'était autour d'une jeune fille juive morte dans les camps qui l'avait habitée. En fait, c'était véritablement son D-book. Elle était habitée par cette petite fille qu'elle ne connaissait pas, elle ne savait pas vraiment non plus si c'était de sa famille, mais elle se sentait habitée par cette petite fille. Elle avait besoin, en tant qu'artiste, de faire entendre sa voix. Donc, de manière très frénétique, elle a recouvert des livres, des cahiers et des cahiers de dessins avec des mots tracés comme ça, un peu à la va-vite, mais un peu comme une sorte d'écriture automatique ou quelque chose de totalement incontrôlé. C'est vraiment comme si Sarah l'habitait totalement et parlait à travers elle et dessinait à travers elle et exprimait sa souffrance à travers elle. Et donc là, je vois cette œuvre, je dis non mais en fait, je vais travailler là-dessus. Je vais travailler sur cette artiste, je vais voir pourquoi elle en est arrivée là, parce que c'était une artiste assez connue dans les années 70, qui avait fait des œuvres d'art plutôt conceptuel, qui n'était pas là-dedans, c'était pas une artiste catégorisée art et Shoah, quoi, pas du tout, mais à un moment de sa vie, elle a eu besoin de ça. Donc j'ai eu envie déjà d'en savoir plus sur cette œuvre-là. Et ça me permet aussi, en travaillant là-dessus, de découvrir mieux la collection permanente du musée, mieux la question des fêtes, d'approcher en fait l'histoire juive et la culture juive par d'autres biais qui n'étaient ni celui de la Shoah, ni celui des artistes de l'école de Paris. Riche de tout cela, à la fin de mes études, cherchant un stage et puis un travail, je postule au mémorial de la Shoah. Et c'est comme ça que je rentre au mémorial de la Shoah en tant que stagiaire pour la programmation de l'auditorium. C'était vraiment mes débuts professionnels. Et donc, c'est là où on se confronte à d'autres personnes, des gens qu'on connaît pas. C'est pas nos amis, c'est pas des étudiants, d'autres générations, d'autres histoires. Et je me suis très vite bien intégrée. C'était extrêmement, extrêmement sympa. Et c'est là où, quelque part, je me suis sentie pour la première fois en minorité. Parce que j'étais la jeune fille catholique,
En plus, originaire de Bordeaux, donc toujours Bordeaux dans l'imaginaire des gens, c'est quand même la bourgeoisie, le vin, BCBG. Donc on me renvoyait sans cesse, mais sans méchanceté ou sans... mais cette image-là... Et c'était désagréable, ça, de se sentir en minorité? Alors, non. Ça a été troublant. Et en fait, j'ai adoré ça, parce que déjà, ça m'a plu de savoir ce que c'était. Parce que en fait, d'être tout le temps majoritaire, c'est un peu ennuyeux, quoi. Enfin, moi, je suis née à Bordeaux, famille bourgeoise, catholique, tout ce qu'il y a de plus confortable, de plus installé. J'avais une maison de vacances sur le bassin d'Arcachon. Je partais en vacances dans la maison de famille des Pyrénées qu'on a depuis la fin du 19e siècle, début 20e. Tout était si installé, si posé, si ancré, en fait, ancré dans une histoire, ancré dans un territoire, que là, me dire, tiens, finalement, je suis un peu de côté. Ça m'a en premier lieu intéressée. Je pense que ça m'a ensuite amusée, parce qu'après, j'ai joué un peu avec ça en disant, bah oui, c'est moi, la Goy Cato Bourges, pourquoi pas. Vous découvriez la condition Goy. Voilà, c'est ça. Mais oui, je découvrais la condition Goy, exactement. Et j'étais un peu la Goy de service, mais on me le renvoyait tout de même avec bienveillance. Je me sentais pas la Goy de service, genre je suis catapultée là, je ne sais pas pourquoi. Je me sentais en même temps tellement viscéralement dans une complicité avec le monde juif, une sorte de compagnonnage qui déjà commençait à dater un petit peu, que je me sentais pas usurpateur ou j'avais pas besoin d'essayer non plus d'être juive, en fait. J'aurais pu me dire, bah dans ce monde-là, en fait, ça me parle tellement, c'est moi, je m'y retrouve. Vous n'avez pas voulu fusionner avec les juifs? Non, je n'ai pas voulu fusionner avec les juifs, et en même temps, les juifs me permettaient d'être moi et en même temps d'être avec eux. Ils m'autorisaient à être moi-même, mais aussi à les aimer et à être avec eux, en fait. Cette équation ténue, tenait en équilibre harmonieusement jusqu'à un moment de bascule très récent. Ça va faire 1 an, c'est le 7 octobre 2023. Peu de temps après, vous avez cessé de dire « vous », d'employer le « vous » en parlant des Juifs, et vous vous êtes surprise vous-même à dire « nous ». 1 mois après le 7 octobre, on a continué au musée d'art et d'histoire du judaïsme à proposer des événements. Et donc, c'était à la suite d'une soirée avec les intervenants. Nous sommes allés au restaurant. Et évidemment, il n'était question que du 7 octobre et de l'onde de choc que ça avait pu produire. Donc, chacun parlait de ce qu'ils avaient ressenti, des conversations qu'ils pouvaient avoir avec leurs amis. Et un moment, je dis, je mesure à quel point ça peut être terrible pour vous d'être dans cette violence ou cette rupture. Et je m'entends dire ce « vous ». Je dis, mais pourquoi j'ai dit « vous » en fait ? Je ressens que ce « vous » n'est pas naturel. Que, en fait, ce « vous », je me force un peu à le dire. Et surtout, je me suis dit, maintenant, si ce « vous » t'a tant choqué, c'est que maintenant, tu peux t'autoriser à dire « nous ». C'est ma vie aussi, en fait. Enfin, ça fait 20 ans, c'est aussi mon histoire, c'est mes amis. Enfin, l'histoire et la culture juive, c'est mon travail, mais c'est au-delà d'être mon travail. Ça fait 20 ans que j'œuvre chaque jour à transmettre l'histoire et la culture juive, quand même. C'est pas rien. Et alors, d'accord, je connais mon identité, d'accord, je viens d'une famille catholique. D'accord, ça, c'est mes racines. Et c'est une partie de mon identité. Mais l'identité peut être multiple et on peut s'en autoriser d'autres. Et le 7 octobre et le choc que ça a pu être, et le chagrin et la douleur que ça a pu réveiller et que ça a pu réveiller en moi, je me suis dit maintenant, autorise-toi à dire nous et personne ne t'en voudra et de toute manière, c'est ton histoire maintenant. Et ça a été amplifié par le fait qu'une semaine avant le 7 octobre, vous étiez en Israël. J'y étais pendant 1 semaine. Je reviens, et donc 1 semaine plus tard arrive le 7 octobre. J'allume le poste, comme auraient dit mes grands-parents. J'allume le poste et on écoute les infos. Donc mes enfants entendent qu'il s'est passé quelque chose en Israël. Donc je ne peux que leur raconter. Et eux se disent, mais attends, en fait, maman, elle était là-bas il y a 1 semaine.
Elle aurait pu rester bloquée là-bas si elle était à quelques jours près. Donc, ils suivent de très près ce qui se passe. Et donc, pour eux, même dans leur approche de ce qui s'est passé, qui aurait pu être un fait d'actualité qui passait comme ça, c'était quelque chose qui les touchait directement, qui touchait leur mère et qui aurait pu les toucher aussi. Ça s'est incarné. Ça s'est incarné, voilà. Et donc, on en a beaucoup parlé. Ça a pris une place extrêmement importante aussi au niveau donc intime, personnel, mais aussi dans le cercle familial, parce que les enfants me demandaient, ils me demandaient, mais ton amie que tu as vue en Israël, est-ce que tu as des nouvelles? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que tu sais comment elle va? J'ai vu que pour mes enfants, vu que je revenais de là, c'était aussi mon histoire et c'était leur histoire. Et donc, donc vous auriez pu vous trouver dans le sud d'Israël au moment du 7 octobre, à une semaine près. On aurait pu. Et alors cette autorisation à dire nous, elle s'est poursuivie par votre petit miracle personnel de Hanouka. Oui, par les petites lumières de Hanouka qui se sont allumées de manière miraculeuse. Donc il y a eu le 7 octobre et donc c'est combien de temps après, 2 mois plus tard, arrivent les fêtes de Hanouka. Et là, je me dis, quand même cette année, j'aimerais bien marquer cette fête aussi avec mes enfants. Donc, je pense que peut-être que je voulais pas non plus que ma judéité, même on peut dire, ne soit liée que au 7 octobre, à un état de guerre et à la relation avec Israël. Peut-être que je voulais aussi que dans le cercle familial, ça prenne une place plus riche et qui correspondait plus à ce qui m'habitait et à ce qui était important. Et donc, quelque chose de vivant aussi. Quelque chose de vivant. Et je me dis, pourquoi je ferais pas Hanouka aussi avec les enfants avant de faire Noël, comme on fait les fêtes, au même titre, quoi. Mais j'hésite, je sais pas, je me dis encore, est-ce que je suis vraiment légitime pour faire ça? Puis en plus, je sais pas le faire, personne m'a jamais montré comment je peux faire. Puis en plus, j'ai pas de Hanouka. Donc c'est ridicule, je vais pas allumer des bougies. Bon. Et puis un jour, quelques jours avant Hanouka, le service de sécurité, de guérite de sécurité m'appelle en me disant, oui, allô Sophie, on a déposé une Hanouka pour toi. En fait, c'était les Lubavitch qui passaient dans le quartier et qui ont déposé plusieurs petites boîtes avec des Hanoukiotes. Et l'agent de sécurité, je ne sais plus lequel c'était, m'appelle moi, il aurait pu appeler n'importe qui. Il dit, tiens, c'est pour Sophie. Donc là, vraiment, je me suis dit, c'est ainsi. Sortie de nulle part. Je n'avais rien fait, j'ai rien demandé, j'étais juste toute seule. Avec moi-même, je n'en avais parlé à personne, à aucun collègue. Et les Lubavitch vous ont entendu. Et les Lubavitch m'ont entendu. Et ils ont déposé pour moi une Hanouka. Donc là, je me suis dit, vraiment, c'est l'autorisation suprême, sublime. Là, pour le coup, ce serait leur faire offense de ne pas le faire. Et donc, vous avez allumé les bougies de Hanouka. Donc, j'ai allumé les bougies de Hanouka, donc avec mon fils cadet, donc qui était extrêmement partant et très heureux de découvrir déjà l'histoire de Hanouka, et puis d'allumer des bougies, évidemment, pour un enfant de 7 ans, c'est aussi un beau geste. Et puis lui, il aime bien tout ce qui est un peu rituel. On a allumé les bougies de Hanouka, mais déjà à l'envers. Parce que je ne savais pas dans quel sens, alors je me suis dit, on va faire comme ça. D'origine catholique, presque juive, mais à tendance séfarade, puisque arrive ensuite Pessah, et là vous avez fait un msouki. Alors, tout à fait. Je me dis, alors prochaine fête, c'est Pessah. Alors, est-ce que je vais faire Pessah? Est-ce que je vais pas faire Pessah? C'est toujours le questionnement. Là, actuellement, je me demande si je vais faire Kippour ou pas. Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Et les juifs de Kippour et les presque juifs de Kippour. C'est ça. Donc mais peut-être, je sais pas, faut que ça, peut-être j'attends un signe pour m'autoriser ou pas. Donc Pessah arrive, je me dis j'ai envie de le faire. Écoute-toi, après tout maintenant ça va, t'as plus de 40 ans, tu peux t'écouter, ça suffit. Je m'autorise pas, voilà, le syndrome de l'imposteur, tout ça, maintenant stop, après tout, j'ai la vie que j'ai.
identité héritée, identité adoptée, Complexe. identité choisie, identité complexe, identité multiple, tant mieux. Voilà, assume. Donc, je me dis, je vais faire Pessar. Alors là, qu'est-ce que je vais faire pour Pessar, quoi ? Je connais pas trop le rituel, mais un petit peu. Bon, je sais qu'il y a le seder et que c'est un repas. Voilà, il y a un repas, donc je me dis que j'invite une amie avec sa fille. Et donc, surtout, je m'interroge, je me dis quelle recette je vais faire. Alors, je me renseigne auprès de mes collègues. On me donne une autre recette ashkénaze. Bon. Les matzo balls. Oui, alors ça me tente pas tellement. J'en parle en plus à mes enfants et tout. Non, les Kneidler, non. C'est la même chose. Ah, c'est la même chose, voilà. Les Kneidler et tout. Alors là, ils font une tête. Ah non. J'ai le bouillon de poulet, les trucs et tout. Oh, bon. Là, très bien. Bon. Et puis, je reçois la newsletter d'Academ. Et je vois une proposition de recette pour Pessar. Et je vois la recette du msoki. Je me dis, ah, waouh. Ça, c'est une bonne recette. Ça me tente bien, ça. Donc, je me lance dans la préparation du msoki et je vais au marché. Parce que le msoki, donc, c'est un plat avec énormément de légumes qui doit mijoter assez longtemps, d'égumes et d'herbes. Donc, je vais au marché Place des Fêtes avec mon fils aîné, Lucien. Et donc, j'ai ma petite recette, je commande tout ça. Et donc, mon fils me dit, sur le chemin du retour, il me dit, mais maman, pourquoi tu veux qu'on fasse Pessar, en fait ? Parce que nous, on est catholiques. Et je lui dis, tu sais, en fait, j'ai envie qu'on fasse Pessar, parce que tu sais, pour moi, c'est important. L'histoire juive, ça fait longtemps que je travaille à transmettre l'histoire et la culture juive. Je lui dis, ça fait presque 20 ans que je suis que je fais partie de ce monde-là. Donc j'ai envie de partager ça aussi avec vous, parce que ça fait partie de ma vie. Il me dit, ah oui, ça fait 20 ans... Donc, c'est la moitié de ta vie, maman. Et je lui dis oui, c'est vrai. Je lui dis, c'est vrai, en effet, t'as raison, j'ai eu 20 premières années, et là, ça fait 20 ans, et je lui dis, voilà, moi, j'ai envie que ces 2 vingtaines d'années-là, qui m'ont constituée, qui m'ont fait qui je suis, ça fasse partie de mon quotidien, que je vive ça pleinement, et vous le transmettre. Parce que je veux que pour vous, ça ait aussi un sens, et en tout cas, que ça existe. Donc vous vous êtes retrouvés exactement dans cette situation que décrit la Torah, que nous autres juifs nous reconstituons artificiellement, sauf que chez vous là c'est venu spontanément, où la Torah dit « Et un jour, ton enfant te demandera « Mais qu'est-ce que c'est que cette fête de Pessar pour toi ?» C'est ça, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit on est dans la bonne démarche finalement. Et vous avez dû raconter tout le récit. Et aussi. ça m'a rassurée, parce que je me suis dit, oh là là, on fait n'importe comment. Mais... quand j'ai compris que finalement le sens même, c'était de poser des questions et d'être dans un dialogue et dans un questionnement, ça m'a encore une fois autorisé. J'ai souvent besoin de beaucoup d'autorisation. Et vous avez fait un seder ? Et donc, on a fait un seder avec le msoki. Bon, alors, j'avais acheté aussi des matzot. J'avais invité donc deux amis à partager le seder. Et là, on a fait évidemment à notre manière, mais on a repris l'histoire de Moïse. Et on a fait raconter l'histoire de Moïse par les enfants. On a beaucoup discuté lors de cette soirée. Et c'était vraiment un moment de partage extrêmement riche. Et moi, où je me suis sentie vraiment bien et vraiment heureuse de pouvoir partager cette histoire avec mes enfants à ma manière, même si on n'a pas fait les herbes amères, même si c'est pas grave après tout. Riche de tout cela, aujourd'hui, quand vous êtes confronté à nouveau, quand vous vous rendez à nouveau dans votre monde d'origine, en Aquitaine, là-bas vers Bordeaux, quel regard vous portez sur ce monde ? En fait, ce monde de Bordeaux, je dirais pas que je le rejette, parce que c'est mon monde et c'est celui de mes grands-parents, c'est celui de mes parents, et quelque part, je l'aime, et en même temps, il me terrifie, et il me fait honte par son assurance. Je dis toujours, et beaucoup d'amis se moquent de moi en disant, quand je dis « non, mais Bordeaux, moi, je n'y retournerai jamais pour vivre ». J'y retournerai en week-end, mais je n'y retournerai jamais pour vivre là-bas, parce que je n'aime pas ce monde-là et que c'est pas le mien. Parce que c'est un monde qui est très très sûr de lui, c'est un monde majoritaire, c'est un monde qui est quand même assez
chauvin, non, mais un peu Rempli de soi. Rempli de soi et qui est sûr de son bon droit et qui est sûr que sa culture et sa manière d'être, c'est comme ça qu'il faut être et d'être si certain d'être à la bonne place, d'être au bon endroit, d'être d'une sorte de confiance totale en soi et dans son propre monde, ça me choque et ça me contrarie et même ça va jusqu'à me faire honte. Quand je vais, par exemple, au Cap Ferré ou sur le bassin d'Arcachon, on va dire, sur le bassin d'Arcachon et que je vois ces gens sur deux sur leur bateau, le nez au vent, et ils sont ensemble, ils sont tous pareils et presque ça m'angoisse. Et les Juifs, ils sont pas comme ça? C'est pas qu'ils sont pas comme ça dépend des endroits, ça dépend des milieux. Évidemment, c'est sûr que quand je suis allée à Tel Aviv, j'ai trouvé une certaine assurance. Alors, faut dire que j'étais à Tel Aviv, que j'étais dans le quartier de Dizengoff, qui est un quartier quand même très branché, avec des jeunes qui se prennent pour des Américains, qui sont sûrs d'être beaux, d'être là, d'être à la bonne place, d'être aussi dans une sorte de microcosme où ils sont tous pareils. Et oui, ça m'agace. L'assurance qu'apporte le groupe me déplaît totalement et me correspond pas. L'absence du doute, l'absence du questionnement, je crois que ça m'étouffe. Et le monde sans les Juifs, il perdrait quoi? Déjà, ce serait un monde qui a échoué. Il perdrait une sorte d'acuité ou une sorte... En fait, moi, je trouve que ce qu'apportent les Juifs au monde, pour moi, c'est l'intranquillité. Et l'intranquillité, c'est aussi ce qui fait peur, mais c'est ce qui permet d'être vivant et d'être toujours dans une sorte d'intensité, de ne pas s'endormir dans un confort et dans un entre-soi. Et l'antisémitisme, la haine que suscitent les Juifs, ça vous touche personnellement aujourd'hui? Vous vous sentez concerné? Parfois, je réagis peut-être trop vivement quand c'est des critiques d'Israël. Et comment vous l'expliquez, cette hostilité éternelle envers les Juifs? Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'altérité. Ils n'aiment pas aussi cette multiplicité. C'est vrai qu'il y a une richesse, en fait. Enfin, il y a des Juifs pratiquants, pas pratiquants. Enfin, c'est toute l'histoire de la diaspora. Enfin, ça déjoue toutes les certitudes. Ça déjoue tous les ancrages possibles aussi, toutes les certitudes, Donc moi, je pense que ça fait peur parce qu'en fait, ça peut réveiller des choses qui sont en chacun de nous. En fait, ça exacerbe. Enfin, leur histoire. L'histoire de la dispersion réveille aussi des choses qui sont en chacun de nous, mais peut-être auxquelles on ne veut pas se confronter. Merci Sophie Andrieux. Merci Aurélie. Presque juif, une production Academ. Conception et présentation, Ruben Onigman. Prise de son et montage, Isaac Payon.